Les gens ne donnent pas les signatures, ne refusent pas de donner les signatures à Marine Le Pen parce qu'ils ne la considèrent pas comme républicaine. J'ai moi fait le travail et je l'ai vérifié, tous les journalistes peuvent le vérifier. Ils disent en général à Marine Le Pen, je voterai pour vous, je soutiens votre ligne politique, mais si je vous donne ma signature, je vais vivre des persécutions personnelles, politiques, et comment dirais-je, ma municipalité va être tellement persécutée que malheureusement, je le déplore, mais je n'ai pas le courage de vous la donner, parce que je pense d'abord à mes administrés et à ma commune avant vous, en disant « j'espère que vous les aurez ». Je voterai pour vous. Si en dernière instance vous ne les avez pas, revenez me voir, mais je ne peux malheureusement pas vous donner à cause des persécutions que je vais subir. C'est ça la réalité de la quête aux signatures. Et le seul candidat qui vit ça, c'est Marine Le Pen. C'est pas Cheminade, hein. Ni Besancenot, il est mort, là, maintenant il y a Poutou, ni Mélenchon, ni personne. C'est Marine Le Pen, parce que le système, c'est quand même que le Front National est le seul parti, le seul mouvement anti-système. Et d'un seul coup, Sarkozy courant derrière Marine Le Pen sur le plan électoral, comme il avait roulé les électeurs de Le Pen pour se faire élire en 2007, par la voix de Fillon, dit effectivement le problème de l'abattage confessionnel rétrograde, et il associe le halal et le kasher. Les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé. Il y a des traditions qui sont des traditions ancestrales qui correspondent plus à grand-chose alors qu'elles correspondaient dans le passé à des problèmes d'hygiène. Et dès lors qu'il associe le halal au kasher, ce qui passait très bien, d'un seul coup, on a convocation à la commandanture, c'est-à-dire le rabbin Bernheim vient voir Fillon et lui remonte les bretelles. En recevant aujourd'hui les représentants du culte juif, François Fillon a clairement joué l'apaisement. Il a réexpliqué de façon très claire qu'il n'était pas question de remettre en cause l'abattage rituel en France. Il s'est défendu d'avoir voulu nous blesser, il s'est défendu d'avoir voulu viser la religion et la communauté juive, là-dessus il a été très clair. Et là on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler, hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines, et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman, qui est inexistant, hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Que si ça a été possible, c'est parce que c'est un commerce kasher, voilà. Et que sans doute que c'est comme ça que tous les passe-droits ont lieu et qu'on a dérogé à toutes les règles sanitaires, etc., etc. Et que finalement, tout ça est toujours du billard à trois bandes. Hein, c'est compliqué. Et c'est intéressant d'un point de vue, je dirais, pédagogique, même s'il n'y a pas de conclusion politique immédiate à en tirer. Voilà. Mais c'est ça la réalité de l'affaire. Voilà. Le halal, c'est le kasher. Voilà. L'incident avec François Fillon est donc clos, mais les représentants de la communauté juive restent en alerte sur un point qu'ils ont abordé plus tard dans l'après-midi avec Claude Guéant cette fois-ci. Ils ont réaffirmé leur désaccord à l'étiquetage de la viande kasher proposé par Nicolas Sarkozy. Le fait de stigmatiser une communauté religieuse en étiquetant sa viande signifie en fait que ce sont les plus pauvres qui payeront parce que la viande sera plus chère dès lors qu'elle est étiquetée, elle est stigmatisée, donc elle est plus chère. Demain, ce sont les représentants du culte musulman qui seront reçus à Matignon par François Fillon.
Maintenant, les gens qui doivent parler d'islam en France doivent être des Français nés en France, de confession musulmane, qui soient issus de l'immigration ou convertis. Parce que ces gens-là, leur intérêt, c'est comment utiliser au mieux ma réalité de Français et ma foi musulmane pour réussir ma vie en France et me faire respecter en France. Voilà. Et ça passera par Kamel Béchik et son association Fils de France, ça passera par Albert Ali, ça passera par ces musulmans-là, qui ne sont pas, je dirais, des soumis, hein, comme on pourrait le dire, au CRIF ou aux pays étrangers, qui sont des types qui représentent ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire qui défendent leurs intérêts de Français de confession musulmane. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils se battent pour eux. Moi, je viens du Berry profond. J'ai été éduqué quasiment à la campagne. Mon père était maraîcher. J'ai vécu ma scolarité en pensionnat catholique et ça fait de moi un amoureux de la France qui prie 5 fois par jour, qui jeûne 1 fois le mois dans l'année et qui me rend à mon pèlerinage à la Mecque. C'est pas le problème. Donc ça vous choque pas sur l'immigration quand on dit il faut la diminuer de façon drastique? Ah mais non seulement ça me choque pas, mais en plus j'espère qu'ils iront plus loin et qu'ils la limiteront davantage. Ce type-là est exactement ce qui peut permettre la réconciliation nationale entre Français non musulmans et Français musulmans, et qui est exactement, je dirais, le type qui désamorce la bombe qui vient de péter à Toulouse, vous voyez. Mais je dis, c'est Fils de France, c'est musulmans français, qui comprennent bien qu'en tant que Français nés en France de confession musulmane, qui réfléchissent à quels sont leurs intérêts bien sentis pour réussir leur vie sociale et quotidienne en France. Hein, ce qui n'est pas du tout le sujet de Ramadan, parce que ce n'est pas son idiosyncrasie, ce n'est pas son problème, lui, de vivre au milieu des Français. Je vous signale que quand on est Français musulman, on aime son pays, et ça se prouve dans ses positions. Voilà. En général, quand systématiquement on crache à la gueule de la France comme si c'était un parent putatif ou une belle-mère ou un beau-père, et que systématiquement on se positionne contre, c'est qu'on n'est pas français. Hein, c'est clair et net, parce qu'on prouve qu'on est d'un pays par son attachement au pays. Moi, quand je vois un franco-algérien binational, pour savoir en fait de quel pays il est réellement, je vois comment il se positionne quand il y a conflit entre la France et l'Algérie. Et quand systématiquement il crache sur la France et qu'il prend une position pour l'Algérie, j'en déduis que c'est pas encore un Français. Parce qu'un Français, comme un Marocain au Maroc, un Ougandais en Ouganda, ou un Sénégalais au Sénégal, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est-à-dire qu'un Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime le Sénégal et qui se bat pour le Sénégal. Kamel Béchik est un Français, il aime la France et il se bat pour la France. Et il se bat pour la France en tant que musulman, non pas en soumettant l'islam à la France, mais en faisant en sorte que soient le mieux vu, le plus respecté les Français musulmans en France. Car c'est son intérêt objectif, en plus d'être l'intérêt supérieur de la France. Hein, voilà. Puisque effectivement l'intérêt c'est la réconciliation nationale par le haut, et pas le conflit de civilisation, qui en dernière instance, je le répète, ne profite qu'aux sionistes et à leurs alliés que sont les wahhabo-salafistes qataris et saoudiens, et leurs stipendiés, dont Tariq Ramadan. On voit bien que la lutte des classes est toujours aussi vivante qu'avant. On nous avait vendu la fin de la lutte des classes avec la fin de l'histoire, le déconstructionnisme, enfin tout le monde y était allé un peu de sa petite touche, qui correspond à l'effondrement de l'URSS, etc. C'est pas parce que le socialisme réel s'est effondré qu'il a aboli l'analyse de classe très pertinente qu'a fait Karl Marx. Hein. On voit très bien que la lutte des classes est plus vivace que jamais, puisque la violence sociale est plus vivante que jamais, les richesses sont plus que jamais mal partagées, comme l'explique très bien Todd, et comme s'en réjouit profondément pour des raisons confessionnelles Monsieur Attali. Hein. Mais il faut aujourd'hui réactualiser la lutte des classes. On voit bien qu'aujourd'hui nous avons une lutte des classes mondiale entre des prédateurs nomades et des sédentaires productifs. Et là, nous sommes bien dans un combat de sédentaires productifs contre nomades prédateurs. Et il faut bien comprendre que pour être productif, en réalité, si on comprend bien ce que c'est que la logique de la production selon les critères marxistes, il faut être sédentaire. Pour produire, il faut être enraciné. Le nomade ne produit rien. Il produit de l'échange, il peut produire de la manipulation, il peut produire de la dynamique à la limite, hein, mais il ne peut pas produire. Pour produire, il faut être fixé. Hein, voilà. Hein, on ne produit pas ni des pommes de terre, ni des voitures en prenant des avions, comme M. Attali, ou même d'ailleurs comme M. Ramadan. Et nous sommes bien dans une logique, là, aujourd'hui, de ce qu'on appelle finalement le pouvoir de la communauté internationale, qui sont les gens qui appartiennent à la communauté de ceux qui existent à l'international, c'est-à-dire les déracinés cosmopolites du haut, c'est-à-dire l'hyperclasse. Et eux sont intrinsèquement les bénéficiaires de la lutte des classes, ceux finalement qui instillent aujourd'hui l'oppression de classe, et qui sont finalement les gagnants de la lutte des classes, et les perdants de la lutte des classes sont tous les enracinés du monde entier. Hein.
c'est-à-dire tous les sédentaires du monde entier, qu'ils soient d'ailleurs du tiers-monde, de France, etc. C'est-à-dire les producteurs. Hein. Et il faut bien rappeler que pour être producteur, il faut être enraciné, et que finalement le statut du nomade, ce qui explique peut-être la vision du monde de Bernard-Henri Lévy, le nomade est intrinsèquement un parasite. Hein, intrinsèquement un parasite, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire c'est un non productif. Hein. Il peut être au mieux intermédiaire, hein, intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et il touche sa commission et à un moment donné il prend le pouvoir. C'est la prise du pouvoir de la classe intermédiaire des marchands, issus des laboratoires, que j'explique très bien dans Comprendre l'Empire, et qui fait qu'à un moment donné, ceux qui ont le pouvoir sur le monde, finalement, n'appartiennent à aucune des trois catégories du tripartisme traditionnel. C'est pour ça qu'ils mènent le monde au chaos, et qu'ils sont totalement illégitimes d'un point de vue anthropologique. Hein. Là, j'emploie des concepts qui dépassent un peu les capacités d'Emmanuel Todd, mais c'est pas grave, il peut essayer d'y accéder, ou de Michel Onfray. Il faut qu'il travaille encore un peu. Voilà. Et aujourd'hui, la lutte des classes, elle est celle-là. C'est la lutte des classes au niveau mondial, des prédateurs nomades, qu'on peut appeler aussi cosmopolites, contre les producteurs sédentaires. Hein. Et en général, il y a une solidarité universaliste des producteurs sédentaires contre une solidarité de ce tout petit nombre de prédateurs nomades qu'on appelle aujourd'hui la mentalité cosmopolite, qu'on appelle la communauté internationale. Hein, c'est-à-dire quand on dit la réaction de la communauté internationale, les intérêts de la communauté internationale, il faut le prendre au sens littéral du terme. Quelle est la communauté internationale ? Quelle est la communauté qui incarne l'international ? Quelle est la communauté qui est présente, elle et elle seule, à l'international, c'est-à-dire présente dans tous les pays, et qui est systématiquement, non pas du côté des producteurs, mais au niveau de la superstructure, c'est-à-dire, on va le dire, des exploitants, des parasites, ou peut-être au mieux des dynamiseurs d'économie, quand on peut leur trouver à la marge un intérêt sur le plan de la production. Et ça, c'est la lutte des classes actuelles. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Elle explique tous les positionnements. Elle explique tous les choix politiques. Elle explique tous les mensonges, notamment celui par exemple, d'un Mélenchon, qui est dans une contradiction radicale par rapport à cette vraie lecture de classe, puisque lui prétend défendre le peuple productif. Voilà, et pourquoi normalement un immigrationniste, qui est un type qui fait l'apologie du nomadisme, est forcément un traître et un ennemi des producteurs. Hein. Il n'y a de producteurs que le sédentaire, il faut bien le comprendre. Hein. Et le nomadisme amène naturellement au parasitisme. Ça peut être le parasitisme violent, comment dirais-je, des prédateurs nomades de type comme les Huns, hein, comme certaines hordes somaliennes aujourd'hui, on voit très bien et puis derrière, il y a l'éternel producteur enraciné qui a fait que la société humaine a muté à un moment donné, comment dirais-je, du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, c'est le début de la sédentarisation, et du vrai producteur, avec le début de l'artisanat, etc., etc. Et éternellement, quand on est de gauche, sinon on n'est pas de gauche, on doit être du côté du sédentaire producteur, contre son ennemi historique, héréditaire et actuel, qui est le nomade parasite exploiteur. Et comme par hasard, dans cette catégorie-là, on trouve Bernard-Henri Lévy, Attali, Minck, à la marge Tariq Ramadan, c'est un accompagnateur, voilà. Et on a bien cette lutte des classes qui nous est imposée par le mondialisme et qui est validée par le mondialisme et qui explique actuellement ce combat mondialiste pour ou contre l'Empire. Voilà. Alors on se calme. Le théâtre du Rond-Point n'est pas un lieu anti-chrétien, anti-islamique, anti-judaïque. Ce n'est pas non plus un lieu cachère, halal ou bio. C'est un lieu de création et de libre parole où des artistes viennent s'exprimer sur la société et sur leur volonté de la changer, de l'aérer et d'être suffisamment subversif pour, comme ça, nous projeter vers de nouveaux cieux. Jésus s'est fait homme, le Fils de Dieu s'est fait homme, donc c'est un homme comme tous les hommes, c'est un homme public, et je ne vois pas en quoi un homme public pourrait ne pas être contesté. Jean-Michel Ribes, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On nous parle d'une agression. Oui.
Oui, il y a une agression sur ma personne. Voilà, il y a des gens qui sont venus me bousculer, m'agresser, me verser des excréments de chien sur moi. Et c'était fort désagréable, laissant une espèce de tract, halte à la christianophobie. J'ai jamais très bien compris pourquoi. Ce qui est inquiétant surtout, c'est cette montée lente des extrêmes droites et d'un fascisme qui se déguise en curé. Oui, alors j'ai appris que M. Ribes, qui avait commandité la pièce de théâtre Golgotha Picnic, où en fait on nous expliquait que c'était de l'art, donc intouchable, puisque dans la société bourgeoise, l'art a un statut privilégié, c'est l'exception culturelle. Voilà, l'exception culturelle, c'est un truc, il y a deux trucs qui sont finalement transcendants à la réalité quotidienne, c'est la Shoah, c'est-à-dire les Juifs, et l'art. Ça excède les catégories triviales du quotidien. D'un seul coup, ça s'appelle intouchable, indiscutable, hors catégorie. Donc, on avait le droit de cracher à la gueule du Christ et de lui jeter de la merde à la gueule parce que c'était une pièce de théâtre, donc c'était de l'art. Voilà. Alors moi, je réponds à ce pauvre monsieur Ribes qui vient de se faire jeter, je crois, une tarte à la merde à la gueule, que c'est une performance artistique à laquelle il vient de participer, donc que ce n'est pas une agression, et que c'est de l'art, puisqu'on nous a bien expliqué depuis l'avant-garde, qui a succédé historiquement à ce qu'on appelle l'art contemporain, que tout était art, comme nous l'explique très bien Ben Vautier, etc. Donc qu'il ne se plaigne pas, il aime l'art, et il aime l'art radical avec de la merde, et il vient de participer à, comment dirais-je, ce qu'on appelle du lift, une performance artistique à la merde. Donc voilà, donc tout ça est cohérent, et je dirais c'est on peut appeler ça retour à l'envoyeur, on peut appeler ça, comment dirais-je, être mis face à sa logique. Il vient d'être mis, je dirais, de façon assez peut-être désagréable pour lui, face à sa logique et à la logique bourgeoise typique qui fait qu'on ne pouvait pas critiquer, soi-disant au nom de la religion, du respect, etc., cette pièce de merde avant-gardiste subventionnée sans intérêt qui était le Golgotha Picnic. Voilà.